En surface, on a tous en tête cette image de L'Associé du diable, ce fameux film de 97. Ça a tout du thriller juridique sensationnaliste, très ancré dans son époque, avec ses excès et son côté super théâtral. Mais franchement, quand on gratte un peu ce vernis tape à l'œil, on tombe sur une profondeur académique absolument stupéfiante. Alors, on va décortiquer tout ça ensemble. On va révéler la véritable architecture littéraire de cette histoire, et croyez-moi, c'est du lourd. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette citation mythique. Bam! Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis. Ça vient tout droit du Paradis perdu de John Milton. Et ce n'est pas juste là pour faire un télo, c'est littéralement le cœur battant de l'intrigue, balancé par un personnage qui, tiens donc, s'appelle aussi John Milton. Dès la ligne de départ, le ton est donné sur les ambitions démesurées du projet. Donc la question qu'on doit se poser, c'est comment on passe d'un simple film d'avocat un peu trash des années 90 à une allégorie morale vieille de plusieurs siècles? Eh bien, pour comprendre ce grand écart, il faut plonger au cœur de ce véritable iceberg thématique, un endroit où l'avidité des yuppies modernes percute de plein fouet les démons de la mythologie classique. Première partie, impact faustien moderne. Avant même de débarquer sur nos écrans, ce film a traversé un véritable enfer de développement. C'est fou de voir à quel point ça reflète le chaos d'Hollywood. Le roman de base d'Andrew Niederman sort en 90. Ensuite, en 94, il y a une première tentative d'adaptation avec Brad Pitt, dirigée par Joel Schumacher, qui s'effondre complètement parce qu'il ne trouve personne pour jouer le diable. Et puis, coup de théâtre en 95, le procès ultra-médiatisé d'O.J. Simpson fascine la planète entière. D'un coup, le tribunal devient l'arène de gladiateurs ultimes de notre époque. C'est ce spectacle de la vraie vie qui débloque un budget de 60 millions de dollars et rend le concept incroyablement pertinent pour la sortie finale en 97. Et là, le scénariste Tony Gilroy a eu un coup de génie. Il ne s'est pas contenté de faire un drame de prétoire classique, il l'a transformé en un véritable pacte faustien. Et tout repose sur un détail crucial, le libre arbitre. Milton, le diable, ne force littéralement jamais la main. Il met juste les plats sur la table, et c'est le jeune avocat, Kevin Lomax, qui choisit délibérément de vendre son âme pour le fric et la gloire. Deuxième partie, le casting des Anges Rebelles. Pour faire marcher un duo pareil, il fallait des acteurs capables d'encaisser cette dynamique. Et ça implique des choix drastiques. 11 millions de dollars. C'est le chèque monstrueux que Keanu Reeves a purement et simplement refusé pour jouer dans Speed 2. Il voulait fuir la routine des films d'action pour se plonger dans la noirceur et la complexité de ce scénario. Ça montre bien l'attraction magnétique de ce projet. Et le plus dingue, zéro. Keanu a volontairement sacrifié des millions sur son propre salaire pour que le studio puisse s'offrir Al Pacino. Parce que oui, Pacino coûtait très cher. Et surtout, il avait déjà recalé le rôle 3 fois. Dans les premières versions, le diable était une caricature totale. Il a fallu réécrire le personnage en profondeur pour convaincre Pacino de prêter ses traits à ce monstre de charisme. Troisième partie, et là on attaque le gros morceau, le paradis perdu à Manhattan. C'est ici que ça devient vraiment fascinant, la façon dont l'histoire cartographie à la perfection ces monuments de la littérature. On l'a dit, l'arc du jeune avocat, c'est du pur Faust. Le patron s'appelle John Milton, écho direct au paradis perdu. Mais le plus subtil, c'est l'emprunt à la divine comédie de Dante. L'immeuble du cabinet, c'est ni plus ni moins qu'un voyage à travers les cercles de l'enfer, symbolisé par les feux de cheminée omniprésents et une atmosphère de plus en plus oppressante. D'ailleurs, les créateurs ont fait un truc architectural super intelligent. Chez Dante, Satan est piégé tout au fond de l'enfer, figé dans un lac de glace. Dans le film, ils ont complètement inversé la géographie. Le bureau de Milton trône au sommet d'un gratte-ciel new-yorkais, littéralement au-dessus des nuages. Et il est entouré d'eau grâce aux effets spéciaux. C'est l'enfer, oui, mais repensé pour le monde impitoyable de l'entreprise moderne. Ce qui nous amène à cette scène finale mythique. Et cette réplique qui claque. La vanité, définitivement mon péché préféré. Quand le héros pense enfin avoir fait le bon choix, Milton prend l'apparence d'un journaliste, caresse son ego et brise le 4e mur en nous regardant droit dans les yeux. La boucle est bouclée. Le diable n'a rien à forcer du tout. Notre propre vanité fait tout le travail à sa place. Quatrième partie, façonner le monde souterrain. Pour donner vie à cet enfer urbain, il ne suffisait pas d'allumer quelques ordinateurs. L'équipe a dû sortir les grands moyens. Pour la scène où le héros se dirige vers le cabinet à la fin, le réalisateur Taylor Hackford a littéralement fait boucler l'une des avenues les plus bondées du monde, la 57e rue, à 7h30 un dimanche matin. 0 voiture, 0 piéton. Ça donne ce New York fantomatique, anormalement silencieux, presque apocalyptique, qui file des frissons. Et parlons de cette fameuse transformation d'Al Pacino à la fin. Le légendaire maquilleur Rick Baker a mis au point un processus totalement fou. Pour créer le visage de l'ange déchu, il n'a pas sculpté un monstre au hasard. Il a mixé 3 visages réels. Un moulage de Keanu, un moulage du Pacino de 97 et un vieux moulage du Pacino de 72, créé à l'époque pour Le Parrain. C'est ce mélange multigénérationnel qui donne cette gueule terrifiante et pourtant étrangement familière. Et puis, il y a la sculpture murale dans le bureau, celle qui s'anime et forme ses corps enchevêtrés.
Vous savez comment ils ont fait ça? Ils ont filmé des danseuses étoiles nues dans un bassin d'eau sur fond bleu pendant 3 mois d'affilée. Un chantier titanesque qui a coûté 2 millions de dollars. À lui tout seul, s'était fait aspirer 40% du budget total alloué aux effets spéciaux. 5e et dernière partie. Le véritable procès du diable. C'est presque ironique, mais le vrai drame s'est joué dans la réalité. À sa sortie, c'est le grand écart absolu chez les critiques. D'un côté, le New York Magazine trouve ça génial et incroyablement divertissant. De l'autre, le New York Times assassine le film en le qualifiant de blague d'avocat à rallonge. Ça résume parfaitement le paradoxe de cette œuvre, coincée entre la grosse série B et l'analyse intellectuelle pointue. Mais bon, ça ne l'a pas empêché de décrocher le Saturn Award du meilleur film d'horreur. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. On parlait de la sculpture murale à l'instant, n'est-ce pas? Eh bien, la cathédrale nationale de Washington a littéralement attaqué le studio en justice. Ils ont accusé le film d'avoir copié leur propre sculpture sacrée nommée Ex Nihilo, réalisée par Frederick Hart. Voir une œuvre spirituelle transformée en orgie démoniaque géante, disons que ça n'est pas très bien passé auprès du clergé. L'affaire est allée tellement loin qu'un juge fédéral a dû intervenir. 475 000, c'est le nombre de cassettes VHS et de DVD qui ont été bloqués dans les entrepôts. Interdiction de les vendre. Le studio a finalement lâché un gros chèque et a dû modifier la scène numériquement pour toutes les futures éditions. Le comble de l'ironie pour un film centré sur les avocats véreux, franchement. Alors, au final, on en retient quoi? Est-ce que c'est juste un plaisir coupable un peu trash ou une pièce de moralité moderne incroyablement bien ficelée? C'est là tout le génie de ce décryptage. L'histoire utilise notre goût pour le drame et le sensationnalisme comme un simple appât, exactement comme le ferait le diable. Ça nous attire avec du clinquant pour mieux nous mettre face à nos propres failles. De quoi nous fait réfléchir à 2 fois la prochaine fois que notre ego sera flatté, pas vrai?